Plus l'on prend de l'âge, plus l'on accumule des souvenirs. Souvenirs qui sont la survivance de la mémoire pour autant que cette dernière puisse encore restituer les informations que l'on veut bien lui transmettre. La mémoire à elle seule a beaucoup de peine à restituer les faits, et bien souvent elle les déforme, quand elle n'a pas tendance à les enjoliver. En général, ce sont les objets qui nous entourent qui forment une aide précieuse pour raviver cette mémoire, et lorsque ces derniers trouvent un support, alors les souvenirs se font plus précis et surtout beaucoup plus nets. Passionné par le son et l'image depuis plus de 50 ans, un virus que m'a transmis Stéphane Kudelski, ici au centre de la photo, qui d'ailleurs n'est pas très bonne, j'ai emmagasiné un nombre impressionnant d'images sur tous les supports confondus, un précieux aide-mémoire qui permet un retour en arrière et qui fonctionne sans se soucier de l'ordre chronologique. Eh bien voici la toute première photo de votre serviteur, tirée en juin 1944, et la seconde, qui bien sûr n'est pas du même auteur puisqu'il est dessus. Votre serviteur s'entend. Véritable stimulant pour la mémoire, les objets nous replacent dans le contexte. Exemple, ce modèle réduit exposé parmi d'autres me replonge en 1963 lorsque j'avais cédé le volant de ma voiture à mes collègues de l'établissement Citroën, et ceci bien naturellement pour pouvoir filmer. On participe à un rallye qui devait nous conduire à Rennes-la-Janet afin de visiter la nouvelle usine destinée à la fabrication de la Mi-6. Nous apercevons ici le regretté Roger Norman, Public Relations de la marque à l'époque. Comme la mémoire est absolument irrespectueuse de la chronologie, elle se sert de sa baguette magique pour nous plonger avec les mêmes collègues dans une Mi-6 lorsqu'un dimanche matin nous allions effectuer nos tirs militaires. Un fait qui ne se reproduit certainement plus de nos jours. Allons, on retourne à Rennes pour s'apercevoir qu'à cette époque, le chômage ne préoccupait pas les Français. Le directeur de Citroën Suisse, M. Lecoguic, qui connaît parfaitement la Bretagne, comme son nom l'indique, s'inquiète du chemin à prendre pour regagner Genève. Nous nous contenterons donc de le saluer, car pour la rentrée, nous prendrons celui des écoliers. Et puis nous nous perdrons dans le brouillard, ce qui nous obligera à passer la nuit à Châteauneuf-du-Pape. Eh oui, un fait qui n'a pas transpiré jusqu'à Genève. Une 2 chevaux qui transporte un sapin, une autre un bateau, une qui a perdu sa carrosserie, sans oublier celle qui se promène avec un piano. Tout cela forme une caravane publicitaire qui amuse autant les auteurs que les passants, étonnés par un modèle qui va entrer dans l'histoire par la grande porte. Toujours malicieux, votre serviteur en profite pour se faire croquer, non plus au volant, mais au clavier. Véhicule mythique, la Deuche, comme se plaisent à la nommer les collectionneurs, fera encore longtemps l'admiration de tous les ingénieurs, sachant qu'il ne faut que 2 vis pour enlever les 4 portes ainsi que le capot et le coffre. Précisons encore qu'en 1957, un cardan ne coûtait que 23 francs et qu'il n'était nullement nécessaire d'être mécanicien pour le changer. Nous la voyons ici évoluer dans un rallye en 1958, rallye qui se terminera à Appenzell, où une épreuve sur terrain vague déterminera le classement. Pour démontrer qu'elle n'était pas autoporteuse mais possédant bien un châssis, Henri Beiller, chef de vente de la marque, veut le démontrer dans les gravières de Verbois, vu que cet exemplaire n'a pas du tout reçu l'approbation du service des automobiles. En revanche, ce même service des automobiles homologua ce modèle 4x4, unique conception puisque cette 2 chevaux tout-terrain possède un moteur à l'avant et un à l'arrière. Ingénieuse invention vu que l'on pouvait choisir sa propulsion sur la route. Construite en très petits exemplaires, ce modèle a disparu avant de même entrer sur le marché. Vous visionnez ici un document unique, filmé en 8 mm. Cette passion de l'automobile m'a pris dès mon plus jeune âge. Voyez comme la mémoire fait de petits sauts fantaisistes dans le passé et me propulse en 1946 au volant d'une Riley photo prise avant sa livraison. 2 ans plus tard, je deviens propriétaire d'un véhicule beaucoup plus modeste, jusqu'au moment où j'entrerai dans le métier en 1950. Ce sont les années d'après-guerre et l'automobile va faire une percée fulgurante sur le marché. Les modèles d'avant-guerre circulent encore à Genève, pas forcément dans le sens actuel comme cette 5 Simca 8 remontant la Treille.
La pellicule argentique reste au service de la mémoire et nous restitue des images que l'on croyait au rebut. Destinée à la démolition, l'on en profitait pour se distraire, ainsi la voiture se transformait en jouet et nous en grands enfants. Des images dont la valeur cinématographique est nulle, mais qui 50 ans après ont l'avantage de faire sourire. Redevenons un peu plus sérieux et arrêtons-nous sur la période Panhard qui a occupé 10 ans de ma profession. Les Dyna suivis des PL17 et enfin des CT24 ont marqué une époque dans le cadre de la firme Citroën qui absorba la marque en 1955 pour s'en séparer en 1965, mettant un terme à la fabrication d'une marque créée en 1885. J'ai eu la chance de côtoyer M. Paul Panhard ainsi que son fils, Jean, que vous voyez ici à l'écran, et je vais en profiter pour vous offrir 2 documents qui aujourd'hui enrichissent mes archives. En octobre 1958, messieurs Panhard, père et fils, font une tournée de présentation de la PL17. Ils ont affrété pour la circonstance un Breguet 2 ponts et voyagent en Europe avec Miss France. Heureusement, la petite paillard 8 mm est présente et croque l'événement. Pour le second document, je cède la parole à Henri Vanière. Je tombe sur un bout de film où il y a des courses de voitures au vélodrome de Plan-les-Ouates à Genève. Ça, alors, vous savez, je fréquentais beaucoup le vélodrome quand j'étais gamin. Et je ne me souviens vraiment pas quand il y a eu ces courses de voitures, parce que c'était extraordinaire, je trouve. Et oui, en 1955, je tourne sur ce vélodrome avec ma Dyna à des fins publicitaires. À mon grand regret, je ne me souviens vraiment plus à qui j'avais confié ma caméra. Pendant cette période professionnelle, Dyna et PL17 véhiculeront la famille. Elles nous feront découvrir de belles régions, soit au total plus de 200 000 km, entraînés par ces moteurs de 850 cm3. Chaque automne, je visite le Salon de Paris, salon présidé tour à tour par Paul et Jean Panhard. En 1961, Jean me fait visiter l'usine et je reçois une autorisation exceptionnelle pour y faire pénétrer ma caméra. Les constructeurs automobiles n'aimant pas beaucoup les appareils amateurs, surtout Citroën qui glisse sur la chaîne 2 chevaux et AMI 6. La voiture a marqué quelques étapes de ma vie. En 1944 sur un GMC de la Croix-Rouge, parqué rue du Prénaville. En 1949, course d'école de fin d'apprentissage avec une Matford de location. Je suis le seul possédant un permis de conduire ici à droite sur l'écran, mais pas le seul à porter une cravate, car l'on n'avait pas encore découvert les jeans à l'époque. À Thun en 1950 où j'effectue mon école de recrue. Vous remarquez la flèche placée par maman, celle-ci afin de ne pas me confondre certainement. Une année plus tard, je deviens chauffeur du colonel pour quelques jours seulement. Quant à mes cours de répétition, ils se feront principalement au volant d'une Jeep. En 1970, George Cotts, membre du Vétéran Car Club, insiste pour que je fasse l'acquisition d'une Peugeot 201 d'Arlmat de 1934. Elle avait passé toute la Seconde Guerre mondiale dans le midi de la France, à l'abri des bottes germaniques, sous des bottes bien plus sympathiques puisque ces dernières étaient de paille. Pas très chaud de devenir propriétaire d'une voiture de collection qui implique restauration, entretien et garage privé, d'autant plus qu'étant toute la semaine dans le domaine automobile, je pouvais parfaitement me passer des odeurs d'essence le dimanche. Comme il insiste et que cette dernière n'accuse que 21 000 km,
qu'elle est bien conservée et que son prix est plus qu'attractif, je me décide et squatte la station-service de Jean de Turance. Je conserverai cette Peugeot 20 ans. C'était incontestablement une bonne affaire puisque je l'ai revendue plus de 3 fois le prix que je l'avais payé. Aujourd'hui, elle fait l'admiration des visiteurs d'un musée de Suisse centrale. Il me reste alors ces images qui, à défaut du patrimoine automobile, entrent dans celui de l'audiovisuel. Nous sommes maintenant à la fin des années 90 et la passion de l'automobile est toujours présente. Je tombe sous le charme d'une MGB GT qui compte plus de 25 printemps, mais qui n'accuse que 17 000 km. Un petit bijou que les années passées sous bâche avaient sensiblement défraîchi. Laurent Pradervan, ici sous l'objectif de Pierre Hanen, va immortaliser ce petit coupé sur les routes du canton, et ceci par une très belle journée d'été comme vous le constatez. Restauré totalement par la carrosserie Odier qui couvre sa couleur d'origine blanche pour la rendre plus rutilante qu'à la sortie d'usine, ce sera ma dernière fantaisie en matière automobile et les plaques interchangeables viendront définitivement se fixer sur une 6 cylindres de 100 chevaux qui, à défaut de sensations sportives, nous apportera le confort que chaque retraité recherche. Voilà. Ces images vont mettre un terme aux séquences automobiles et je vous épargnerai celles que j'ai enregistrées pendant 50 ans à chaque salon de l'automobile, mais vous ne perdez rien pour attendre puisque ces derniers feront l'objet d'un DVD spécial 100e. Nous allons céder la place maintenant à une autre passion et celle-ci vous l'attendez tous, il s'agit bien entendu du cinéma. Ah, le cinéma, c'est une toute autre histoire. Il s'est infiltré dans ma vie comme ça, sans même que je me rende compte, à un tel point que j'avais totalement inversé les données et que pour moi l'objectif grand ouvert était pour les prises de vue de jour et la petite pour la nuit. Résultat, ce fut mon premier film noir et blanc. Très vite, j'ai saisi l'importance du diaphragme, d'autant plus que la pellicule coûtait cher et que le moteur à ressort de la paillard ne permettait pas une autonomie de plus de 40 secondes. Ajoutez à cela qu'il fallait retourner le film toutes les 90 secondes et vous aurez très vite compris pourquoi aujourd'hui, les cinéastes amateurs de l'époque font figure de pionniers. Beaucoup plus réduit que les actuels, le mode d'emploi devait malgré tout être consulté si l'on voulait éviter les inconvénients cités plus haut. Comme tous les amateurs, je commence par des scènes de famille qui, plus tard, se révéleront bien trop courtes. Je n'échappe donc pas à ces erreurs de jeunesse, et comme vous pouvez le constater, je semble très satisfait de mes premiers pas avec ce nouveau hobby. Les premiers pas de mon fils, eux, se feront sur la glace, par moins 17 degrés. Et lorsque je filme la rade avec un parement inhabituel, j'ignore que 50 ans plus tard, mes images feront office de documents. Toutes ces séquences vont faire l'objet d'un montage et je m'équipe afin de devenir un réalisateur digne de ce nom. Mais c'est très loin d'être facile, ce qui n'empêche pas le virus de s'installer
lentement, mais sûrement. Alors, pour ne pas faire trop de dépenses, l'on construit soi-même certains accessoires, comme ces projecteurs de rencontre, fabriqués avec un support de plaques françaises récupéré sur les Panhard, arrivant d'usine et montés sur des lutrins. On se débrouille comme l'on peut, on bricole l'électricité comme des pros, et l'on fait péter les fusibles, et oui, comme des novices. L'on apprend aussi que pour réaliser un film, il faut en premier lieu prendre des notes. Ensuite, l'on réunira les copains et l'on s'apercevra que non seulement ce n'est pas aisé de les réunir, mais que c'est encore plus difficile de les diriger. Néanmoins, ils seront tous satisfaits d'avoir passé un bon moment, comme Monique Torche, qui n'est pas encore devenue Madame Rodolphe User. Quelques rares documents photographiques démontrent que nous déplacions un matériel relativement important, et d'autres témoignent que les heures de tournage se transformaient très rapidement en moments de loisir. Après tout, le cinéma n'est là que pour créer de solides liens d'amitié, et toutes ces réunions feront l'objet d'un DVD souvenir que je remettrai plus tard aux intéressés. Le temps de placer une nouvelle bobine sur mon projecteur pour vous faire découvrir celui qui m'a attiré au club ciné-amateur de Genève, le CCAG, avec lequel j'ai collaboré. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Georges Montandon, un crack du 16 mm qui en imposait avec sa pâté Vébo. Parfois, l'on se prenait très au sérieux en passant du film de famille à la réalisation d'œuvres historiques, comme le 100e anniversaire de la CGT, Compagnie Genevoise des Tramways électriques, qui deviendra plus tard les TPG, Transport Public Genevois. Les chiens, s'il vous plaît! Une demi pour moi, il paye les chiens? Oui. Une demi pour mon chien. Ah, merci. Moi. Changez votre palette. Oui, je le sais. Attention, tenez-vous bien! Non, mais ils en ont du toupet, ces enfants. Où allez-vous comme ça? Eh, monsieur, c'est défendu de monter en marche. Je vais parler au conducteur. Mais vous allez ici. On ne joue pas ici. Mais on ne joue pas, monsieur. On travaille dur. Vous en faites du beau travail. Si on vous laissait faire, il n'y aurait plus rien debout ici. Faut pas nous gronder, monsieur. On les aime bien, nos vieux femmes. Vous les aimez bien, ces trams, c'est vrai. Ils ont toute une histoire, vous savez. Oh, racontez-nous, monsieur! Et pour ne pas que vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques séquences de tournage de l'histoire d'un chapeau. Elles seront suivies de l'intégralité du film. C'est très simple, voyez-vous comme cela, le tout venant se fixer sur un trépied. Puis l'on vise et l'on cadre le sujet. Non, mon vieux, tu es beaucoup trop près, car il faut pour te filmer un peu t'éloigner. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu peux faire encore un petit pas. Oui, ça y est, ne bougeons plus, sinon tu es perdu. Car derrière toi il y a un fossé. Il ne faut pas que tu perdes pied. Car vois-tu, dans ces cas-là, je devrais
commencer. La charité, mes bons messieurs. La charité, mes belles dames. Merci, monsieur. Oui, vous me regardez avec curiosité. Je suis un vieux chapeau, laid et malpropre. Mais, écoutez mon histoire. Je n'ai pas toujours été aussi repoussant. Merci. Non, elle est fausse, celle-là. Tenez, moi qui vous parle. J'ai commencé ma carrière dans un quartier chic de Genève. Et ma foi, je savais aguicher le client, comme on dit dans le métier. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour mademoiselle, j'ai vu un joli chapeau dans la vitrine. Pourrais-je l'essayer s'il vous plaît? Certainement monsieur. Merci. C'était moi. Eh oui, il ne me bat pas trop mal ce client. Un peu jeune, il est vrai. Mais il paraît de bonne qualité. J'ai là un article exceptionnel qui vous irait, je crois, comme un gant. La traîtresse. Enfin, c'est une façon de parler, monsieur. Il vaudrait mieux qu'il aille comme un chapeau. Ah oui, monsieur. Il vous va vraiment comme un gant. Non, vraiment, je préfère le premier. Mais c'est vrai, il vous va bien. Elle pensait m'éliminer de la course. Mais quand j'ai décidé quelque chose, remarquez que je ne me serais jamais adapté à n'importe qui. Et seul un jeune homme distingué pouvait prétendre à une telle coiffure. D'ailleurs, je dois dire, sans vouloir me vanter, que sans moi, mon propriétaire serait souvent passé à côté du bonheur. Et je me souviens d'avoir eu un certain béguin pour une petite toque. Je crois aussi qu'il tenait à moi. J'étais fidèle et je n'aurais pas perdu la tête pour une petite bise, car dans le fond, ce n'était que du vent. Et quelle exquise politesse était la mienne, lorsque je rencontrais un chapeau bien élevé de ma connaissance. Il fallait voir, lorsque j'accompagnais mon propriétaire dans un établissement public, avec quelle distinction je le représentais parmi mes semblables. Hélas, ma beauté fut aussi la cause de ma perte. Ce fut la cause de ma perte et ma déchéance a commencé, bien que je fusse promu couvre-chef.
Ma bonne éducation fit rapidement place à une certaine insolence, qui n'était pas pour me déplaire d'ailleurs, et je possédais alors une désinvolture propre à désarmer le chapeau le plus agressif. Je dois dire, à ma grande honte, que je prenais de mauvaises manières, celles qui ajoutent du piment à la vie monotone. Mais cela tourna mal, un soir qu'une minable casquette me trahit auprès de deux képis à l'allure martiale. Ces képis ne tiraient pas si mal que ça. Chapeau. Ce fut un choc dont je me remis plus vite que mon hôte qui, lui, remit son âme au diable. C'est ainsi que j'échouai au marché aux puces. Oh, pas pour longtemps, car je fus vite repéré par un singulier personnage qui, après bien des hésitations, me prit en main. Une nouvelle vie commença pour moi. Je donnais la réplique à un drôle de petit chapeau blanc qui, en échange, me donnait des claques pour la grande joie des enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chapeau, chapeau. Mesdames et messieurs, nous allons vous jouer. J'étais toujours la vedette du spectacle, où il était sans cesse question de moi, devenu amuseur public. Petite salade, voyons. Une sérénade. Maintenant, on n'a plus le temps. On attaque. On attaque. Ça y est, on attaque. Mais non, on va pas attaquer comme ça, voyons. Écoutez, allons. Bon. Eh bien, maintenant, donnez-moi le là, s'il vous plaît. Mais je suis là, s'il vous plaît. Mais je vois bien que vous êtes là. Mais c'est pas cela-ci que je veux, c'est cela-là. Ah, c'est pas ceci-ci de cela-ci. C'est pas ça. Il n'y a rien moyen d'en tirer, alors. On tire rien du tout avec ça. Allez, il faut s'accorder, voyons. Ah, parce qu'on ne s'est pas battu. Non, pour accorder les instruments. Ah, pas accorder les instruments. Vous me le donnez cela, oui ou non? Non. Pourquoi non? Parce que si je te donne, tu me rends pas. Mais un jour pas comme les autres, mon clone de propriétaire rata son entrée, et même sa sortie fut une chute sur laquelle il ne comptait pas. Comme dans ce dur métier, tout doit être parfait, il fut congédié. Il m'a remercié à son tour d'un coup de pied.
C'est ainsi que je fus recueilli par ce vieux musicien qui en a profité pour agrandir son fonds de commerce. N'empêche que c'est moi qui fais la meilleure recette. Et ceci, grâce à mes bonnes manières. Allons, assez bavardé. Je dois gagner mon pain. La charité, mes bons messieurs. La charité, mes belles dames. Les années 60 verront un club cinémateur très productif et parmi plusieurs réalisations, je visionne le film d'un certain Paul Gaultet qui n'a pas fait dans la dentelle et qui m'a déjà repéré pour que je collabore à la sonorisation de son chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre qui n'a pas manqué de secouer la République pendant le tournage puisque l'on pouvait lire sur les manchettes et en première page des 2 quotidiens de l'époque « Dépôt d'armes à Bel-Air ». Insouciant, Paul avait déposé dans les locaux de la clinique Bel-Air armes et drapeaux nazis, ce qui lui a valu quelques petits problèmes. Problèmes qui se soldèrent d'ailleurs par un immense éclat de rire dès que la République prit connaissance des faits réels. Une anecdote qui reste dans toutes les mémoires de ceux qui ont vécu cette période. Pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui ne connaissent pas ce mémorable Super 8, voici quelques extraits. Signalons encore que les premiers tours de manivelle de ce film ont été tournés en 8 mm normal, l'apparition du Super 8 sonore a obligé notre ami Paul à changer de caméra pour obtenir un son labial. Merci. Ah bah ça fera les pieds, ça. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous foutez là? Regarde cette gamine, qu'est-ce qu'il a fait, Bon, patron? alors écoutez, débrouillez-vous, moi je vais me coucher, j'en ai marre. Comment vous pouvez ramasser le poisson, s'il vous plaît, hein? Vous êtes... Oh, il y en a marre, de ces ouvriers, il y en a marre. Ce boulot qui va plus. Allez, moi je me couche, tiens. Et qu'est-ce que je lis là? Qu'est-ce que je regarde là? La guerre, Staline, les Allemands. Ouais, cette histoire de guerre d'Allemagne, c'est pas ce qui va me remettre les idées en place. Allez, une bonne sieste, c'est ce qui va me faire du bien. C'est ce qui va me remonter le moral. Allez, hop. Qui a fait sauter le bon? Non, c'est horrible! C'est affreux, non! Quel cauchemar! Oh. Non, pas ça! Ça me rappelle de trop mauvais moments, allez, pas ça! J'en ai ras-le-bol. Je vais me détendre les nerfs. Été 1967, nous passons nos vacances sur la Costa Dorada, très exactement à Saint-Paul-de-Mer. Notre hôtel se situe à 3 km de la plage, un petit village nommé San Cipriano. Dans le haut du village, une petite arène destinée aux touristes, où évolue un taureau qui se nomme Attila. Et nous apprenons que l'épouse de l'hôtelier se nomme également Attila. Alors pourquoi ne pas profiter de ce quiproquo pour élaborer un scénario que je ne puis m'empêcher de vous faire partager.
Vous avez une chambre, s'il vous plaît. Maria, una habitación. Vous cherchez quelque chose? Oui, je suis en panne d'essence, c'est à environ 10 km d'ici. Bon, je vais vous envoyer un mécanicien, comme ça vous pouvez repartir tout de suite. Mais je ne repars pas, je reste ici. Ici? Vous avez dit ici? Oui, j'ai dit ici, ça n'a pas l'air de beaucoup vous plaire. Comme vous voudrez. Je voudrais voir Attila. Attila? Rien que ça? Mhm. Eh bien, le voilà.
Votre voiture est prête. Voilà qui tire avec la file. Eh ben celle-là c'est la meilleure. Des uns comme moi, il n'y en a pas deux, je vous dis. Je suis le fléau de Dieu. Je crois vous avoir déjà signalé que la mémoire se moque totalement d'un ordre chronologique établi. La mienne n'échappe pas à cette règle et nous faisons un retour d'une dizaine d'années en arrière, à l'époque où j'étais influencé par certaines têtes d'affiche ainsi que les dialogues d'un dénommé Michel Audiard. Oh, ne vous faites aucun souci, je n'ai pas été très loin dans mes réalisations, elles se sont arrêtées qu'à un seul générique auquel je ne peux résister de vous en faire profiter. La télévision va envahir les foyers et je ne vais pas y échapper. C'est elle qui va mettre au repos ma caméra 8 mm, car j'ai immédiatement compris que l'audiovisuel allait sensiblement modifier les supports et ne pas pouvoir enregistrer images et sons simultanément limitait l'intérêt que je portais au cinéma. Ma paillarde ne sortait de son étui alors que pour immortaliser des scènes familiales. Les relations que j'avais nouées à Karl Vogt m'encourageaient à venir les rejoindre. Mais le salaire 3 fois inférieur à celui que j'avais dans l'automobile m'en dissuadait très rapidement. Et puis faire un métier de mon hobby, alors ça, jamais. Ici, la télévision genevoise, centre de mon repos. Bonsoir mesdames. Toutefois, je garde un excellent souvenir de cette période et je ne compte plus les fois où les professionnels m'ont lancé « Ah, toi tu as de la chance, tu fais vraiment ce que tu veux. » C'est plein de poussière, du reste. Je ne sais pas si c'est la première, mais je pense que c'est une des premières caméras de la télévision genevoise. Elle a tourné les courses de ski de Grindelwald, elle a tourné le Tour de Romandie, elle a tourné le Tour de Suisse avec Bob Herler. C'est une caméra qui a beaucoup voyagé. Nous avons cherché avec Bob à filmer le mieux possible les coureurs depuis en bas, parce que depuis en haut, on avait la tête qui était baissée, donc on a cherché un système. Permettez-moi de leur piquer quelques images et de vous en faire profiter, en espérant qu'ils ne viendront pas revendiquer les droits d'auteur. Et ceux de ma génération auront certainement du plaisir à revoir les vedettes sportives de l'époque, ainsi que les speakers dont la voix est encore dans toutes les oreilles. Je laisserai donc la conclusion à Georges Hardy, avec lequel je n'ai jamais pu parler télévision, vu qu'il dérivait immédiatement sur la pêche dont il n'était plus que passionné. Le commentaire en direct a été pour nous une expérience nouvelle et très délicate. Au bout de 6-7 ans, vous étiez devenu un spécialiste. Non, je faisais tout. Comment vouliez-vous que je me prépare suffisamment pour une activité aussi particulière, aussi spécifique? C'est pas possible de tout faire. Et c'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, après tout, j'ai autre chose à faire qu'à me faire engueuler, parce que je recevais des lettres d'insultes par sac. C'était une époque. À l'époque, on était beaucoup plus enflammés, beaucoup plus enthousiastes pour la télévision naissante que pour toute autre chose.
Mes chers auditeurs, c'est Réventura qui vous parle et qui, pour ses camarades et pour lui-même, vous souhaite à tous de passer quelques instants agréables. C'est une très grande joie pour nous d'avoir la chance de jouer à la radio suisse aujourd'hui et nous espérons que vous tous, mes chers auditeurs, ne serez pas trop déçus. Dès mon jeune âge, j'ai été bercé par l'orchestre de Réventura, celui de Glenn Miller et plus tard par la formation de Count Basie. Le rêve que déclenche le spectacle m'avait atteint et la rigueur qu'engendre ce dernier m'a inconsciemment séduit. Ajoutez à cela le hasard et je fais mes premiers pas sur un plateau à l'âge de 14 ans. Les occasions de monter sur scène vont s'enchaîner. Et bien que je resterai toujours qu'un modeste amateur, cela va me donner l'occasion de côtoyer des artistes réputés. Je ne dois pas être aussi cabotin qu'on le croit puisque je n'ai jamais recherché d'être photographié auprès d'eux et que les seuls documents que je possède m'ont été remis spontanément. Ici, à Rimini, avec Athos Mancini, un animateur de la région. Aux côtés de Denis Michel, en présence de Petula Clark, retrouvant Asio Storval que j'avais connu au Palais d'Hiver, et Pierre Dudan que je côtoie ici lorsque l'on fête les 30 ans de Thierry Luron. Enfin, avec les Chiquis en compagnie de Diogeni. Le spectacle, c'est quelque chose qui vous prend les tripes et qui a le don de vous nouer l'estomac, surtout lorsque vous le pratiquez en amateur et occasionnellement. En 1995, j'organise une réunion d'artistes pour marquer sur scène les 75 ans de Diogeni. À part ceux qui sont sous contrat, tous les autres répondront présents et se déplaceront bénévolement. Vous assistez actuellement à quelques extraits ressortis du tiroir aux souvenirs. Si tu laisses le prix, on s'en apercevra, t'as pas besoin de nous le dire. Justement. Vous avez vu comme il est encourageant? Vous avez compris pourquoi j'ai pas fait ce métier? Bon. Mais ça, c'est l'amitié. Oui, mais bien sûr. Heureusement, tout est amical. D'ailleurs, j'ai monté ça par amitié. C'est ça, c'est l'amitié. Mais ça ne me permettrait pas de le dire. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, alors les critiques sont très constructives. Hein. Ouais. Moi, je suis là pour ça. Oh, les cœurs avec moi, tous au cœur. La chansonnette. On me donne la facture, la note, s'il vous plaît. Je peux pas me la donner, la petite note? Oh. La, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette. Faites-moi tous au cœur, chantons le bonheur. La chansonnette. Il a fait la moisson d'un refrain de Paris. La chanson, l'orphéon, la chanson maquille. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. Ce ne serait pas concevable de venir vous parler de spectacle sans consacrer une séquence à mon vieux pote Diogeni. Jo, c'est le grand frère, le copain. Jo, c'est 65 ans d'amitié et surtout de complicité. Fait exceptionnel et à souligner, Jo a toujours répondu oui chaque fois que j'ai fait appel à lui, et croyez-moi, ce fut très souvent. Une complicité telle que lorsque nous étions mandatés, nous arrivions sur les lieux de la manifestation avec les mêmes vêtements, et ceci sans s'être consulté. Lorsque Georges Montandon quitta les Rigoli après 18 ans d'activité, Jo m'offrit sa collaboration. Son rôle de faire valoir, puis d'Auguste, se prolongea pendant 20 ans et nous devions terminer notre modeste carrière
au crépuscule du XXe siècle, après avoir animé pendant cette période la fête des écoles enfantines au Bastion. Alors, en l'honneur des filles, Accroché au mur, il me reste une toile signée Sylvain Pagani, ainsi qu'un dessin du talentueux Robin. Hors scène, je collabore en régie, ce qui me permet de rester en contact avec mes amis. Toutefois, en raison de mon activité professionnelle, je ne peux malheureusement pas m'éterniser en fin de soirée. Heureusement, les week-ends existent et je me rattrape largement. Notre tradition ici au Moulin des Ébaux, c'est lorsque nous avons un convive qui fête son anniversaire, eh bien nous lui demandons de bien vouloir venir sur cette scène, et en l'occurrence, c'est Raymond. Celui qui prépare toute la sonorisation, c'est un homme qui travaille dans l'ombre, lui il fait des photos, il a fait aussi une cassette que vous pourrez simplement vous inscrire, on vous l'enverra par remboursement, la cassette de cette soirée que vous avez eue ce soir. Et Raymond, je voudrais te féliciter et te remercier pour tout ce que tu fais pour la revue du Moulin des Ébaux depuis la première année. Merci Raymond, et comme il se doit, avec le cœur de cette salle enthousiaste, nous allons chanter de joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous avez vu, celui-là, il part tout de suite dans les coulisses. Vous restez ici, l'autre, s'il vous plaît, vous restez ici. Tous deux enfants des eaux vives, nous nous sommes connus à la Société fédérale de gymnastique de ce quartier. Nous observons ici quelques rares images du fantaisiste genevois en tenue sportive. N'aimant pas trop me prendre au sérieux, je me suis toujours entouré d'amis sachant faire la fête et surtout sachant dissocier plaisir et travail. L'exemple type est incontestablement Rodolphe User, qui a su mener les deux de front. Vous l'admirez ici sur la scène du Moulin Rouge. Autre bout en train, André Albert. Lui, c'est l'humour à froid et très souvent au second degré. Évoquer la joie de vivre et la gaieté, c'est aussi avoir une pensée pour Roger Raymond, membre du club ciné-amateur avec lequel j'ai eu le plaisir de collaborer. Un membre qui, malheureusement, nous a quittés beaucoup trop tôt. C'était un véritable amateur aimant jouer devant la caméra aussi bien que derrière. Un bon vivant ayant su attirer la sympathie de tous les membres du club. En 1978, Roger accuse 25 ans d'activité au CCAG et je me fais un plaisir d'organiser une petite fête à l'Hôtel de Genève, aidé par Paul Gaultet qui, lui aussi, est membre depuis 25 ans. Couvrir l'événement avec des caméras Super 8 sonores relève de la haute voltige lorsque l'on connaît la très faible autonomie des caméras de l'époque. Eh bien, comme on faisait compte maintenant, il s'agissait d'un concours interne, concours sans filmé. Moi j'ai dit, je vais toujours essayer, évidemment, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'étais rentré en février. Alors j'ai dit, je l'essaye. Sinon, je m'abstiens parce que je voyais pas très honnête. Du comptoir, du petit bar de Monsieur Édouard. Je pense. Alors, comme ça avait l'air de coller, j'étais au concours, nous étions, je crois, 19 invités, je crois.
ça. Ça remonte de la période antidiluvienne, disons, la période où j'avais encore l'honneur de sanctionner les arrivées, les admissions au sein du club. Et je me rappelle, toutes ces réalisations de films, il donne toujours le souffle et cette pointe d'humour, ce qui lui est propre. Merci. Je t'en prie avec mes félicitations encore. Merci, merci. Moi j'embrasse. Merci Raoul. Roger, 25 ans, tu sais, le club ne voulait pas rester sur ce diplôme de membre d'honneur sans que tu puisses remplir ce fameux falot que tu aimes bien, que tu as gagné lors d'un concours et qui malheureusement te présentait comme dernier. Je sais que tu l'aimes beaucoup et quand on va chez toi pour les sonorisations, tu en offres toujours un verre. Alors, voilà Roger. Je m'en sers pour le whisky et actuellement encore, chaque fois qu'on vient chez moi, tout ça un whisky, c'est mon dernier lot, c'est mon falot rouge. Comme vous le constatez, l'humour est toujours entré par la grande porte dans ce club et que la régie fonctionnait parfaitement. Paul Gaultet sera aussi récompensé par Raoul Pittet et la soirée se déroulera dans la bonne humeur avec comme fond sonore une chanson spécialement composée pour la circonstance sur une musique de Jean Constantin. Au début j'étais tout bête, je filmais n'importe quoi. Maintenant je trouve ça chouette, tout restait sa caméra. Je ferai le tour du monde et je crierai sur les toits. Je dirai à tout le monde, venez faire du cinéma. J'aimerais gagner la médaille en or, en bronze ou en bois. Mais voyez, ça m'est égal, pourvu que je fasse du cinéma. Oui, j'ai bien fait de m'inscrire au ciné-club Genevois. Et si parfois je vous fais rire, c'est grâce à ma caméra. En résumé, ce qu'importe, ce n'est pas de réussir, c'est de faire en quelque sorte d'y trouver beaucoup de plaisir. La sonorisation des films a toujours été la hantise des cinéastes amateurs. Paradoxalement, depuis l'arrivée de la vidéo, rien ne semble avoir beaucoup changé. Et encore aujourd'hui, la majorité des vidéastes amateurs négligent cette discipline. À l'époque, nous détournions le problème avec des chansons filmées. En ce moment, vous assistez à une chanson mimée. Et comme je vous l'ai signalé au début, j'ai toujours mis ma caméra au service de la distraction. Distraction que j'ai cherché à faire partager. Pauvre type, faut qu'il oublie ce qu'il pense. La séquence qui va suivre en est la démonstration. Mais je ne vois pas pourquoi t'as mis ma pipe, ma pipe, ma pipe, ma pipe. Qu'est-ce que t'as fait, ma pipe? Où est ma pipe dans le nom? C'est toujours la même histoire. Je mets ma pipe dans mon tiroir et quand je rentre le soir, y a plus de pipe dans mon tiroir. Tu le fais exprès pour m'empêcher de fumer. Bon, vous constatez que nous sommes très loin de la perfection et le caméraman de l'époque ne devait pas être en très bons termes avec les cadrages. Et si la technique a passablement évolué, il nous reste ses souvenirs et aussi le matériel qui permettait ce genre de sonorisation. Paillard, qui innovait souvent, avait mis sur le marché un appareil portant un nom évocateur, le sonoriseur.
Une fois que le film avait reçu une puce de rapportée de 0,8 de millimètre, ceci sur la tranche du film côté perforation, ce dernier était chargé sur une tête de lecture, soit 86 images avant la fenêtre du projecteur. Signalons qu'elle faisait aussi office d'enregistrement. C'est d'ailleurs grâce à ce matériel restauré et avec l'aide du screenplay que l'on peut visionner certaines séquences de cette période totalement révolue. J'ai toujours essayé d'apporter un peu de fantaisie dans mes films de vacances. D'une part, c'est la période où l'on trouve le temps d'écrire et surtout le temps de les tourner. Et lorsque l'on peut y ajouter une chanson, alors c'est encore mieux. Je voudrais me reposer quelques jours à la montagne et je ne veux plus penser que j'ai besoin de travailler. J'aimerais bien pouvoir dormir afin de trouver le calme. Pourrais-je une fois m'assoupir et ne plus me réveiller, rêver sous ce soleil. En 1962, les vacances se passent au bord de la mer à Catholica. Je fais la connaissance de Jean-Pierre Collet qui deviendra plus tard le président du CCAG. Il est accompagné de Jean Guèzre, l'homme qui m'a propulsé sur la scène de la salle communale des Eaux-Vives en décembre 1944. Jacqueline Suaton est aussi sur place et ce sera Un touriste et sa caméra, un film qui a laissé une trace grâce au premier playback filmé en 8 mm. Voici pour terminer l'intégralité du Petit Gonzalez. Consuela disait: reviens donc ici, petit Gonzalez, c'est maman qui te dit ça. Sinon tu connais ton papa, lui qui n'insistera pas. Si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais, il te faut les recommencer. Petit Gonzalez, oui, je t'en prie, reviens. Non, je ne veux pas. Petit Gonzalez, oui, pourquoi t'en vas-tu si loin? parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. Nous verrons à ton retour, oui, surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main, et là crois-moi, oui, je te plains. Écoutez-moi et ne dis pas non, voici ton livre et tes crayons. De moi tu n'auras donc jamais pitié, entends, je ne veux plus crier. Petit Gonzalez, Oui, je t'en prie, reviens. non, je ne veux pas. Petit Gonzalez, Oui, pourquoi t'en vas-tu si loin? parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. Et voilà. Laissez-moi ranger le projecteur dans son coffret, et si cela vous tente, vous pourrez toujours venir l'admirer au musée Paillard de Sainte-Croix, où il se trouve en très bonne place, juché sur un sonoriseur, qui avait été conçu à l'époque pour recevoir le projecteur M8 ainsi que le 18.5. Je vais reposer ma petite caméra et, tout en laissant de côté la nostalgie, vous m'autoriserez certainement à la ressortir juste quelques instants comme ça, rien que pour rêver un peu. Et pour paraphraser Pierre Dac, je terminerai en vous disant que si j'ai encore un peu d'avenir devant moi,
je ne tiens absolument pas à me retourner, de peur de l'avoir dans le dos. Bonsoir. Souvenir des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez